Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est une édition estivale et aujourd'hui j'ai la chance de parler avec Monsieur Bouma Maïcha qui est professeur à la faculté des sciences humaines à l'université Saint-Paul, mais il est aussi coordonnateur de programmes de counseling de couple et de famille et encore il est co-directeur du Centre d'excellence pour la recherche en psychothérapie. Ça fait plusieurs chapeaux, hein, Bouma, ce matin que je Oui, dévoile à tout le monde. c'est ça, beaucoup de chapeaux. C'est des chapeaux quand même qui sont liés avec la profession que je fais, donc le titre de professeur. C'est dans la même école que que j'assume tous ces chapeaux. Et aujourd'hui, j'ai voulu qu'on... C'est clair qu'on va parler de tous vos différents rôles, de tous ces différents chapeaux-là durant la demi-heure qui va Mhm. suivre. Mais je me suis dit, on devrait peut-être aider vos étudiants qui ont l'habitude de vous voir en salle de classe, de découvrir un peu mieux leur professeur. Dites-moi un peu, c'est quoi votre parcours à vous? Je sais que vous avez immigré du Congo-Kinshasa ici au Canada. Comment Mhm. ça s'est fait, Mhm. cette immigration et cette implication ici au Canada? Mhm. Très bien. Donc, oui, vous avez raison. J'ai grandi jusqu'à 25 ans en RDC, ça c'est la République démocratique du Congo. Et à 25 ans, j'ai immigré ici au Canada. Ma première année, je l'ai faite à Windsor, dans la ville de Windsor. Et une année où je devais faire pas mal de choses, hein, apprendre pas mal de choses pour m'intégrer, me faire des connaissances parmi les amis canadiens que j'ai rencontrés, faire des petits jobs, des petits travaux, bien sûr, pour assurer ma survie. Et une année après, je me suis dit, bon, est-ce que je peux trouver quelque chose autre que ce que je faisais? Parce que, il y avait une certaine instabilité hein, dans les petits travaux que je faisais. Alors, j'ai déménagé pour Ottawa. Et pendant ce temps, je prenais des cours à distance donc j'ai dû recommencer mes études presque au début. On m'a crédité quand même un an parce que j'avais un bac venant de la RDC. Mais j'ai dû refaire presque tout un bac en psychologie. Et voilà. Et depuis 2006, je suis à Ottawa où je vis pendant 14 ans et où je me suis établi avec ma famille. Voilà. C'est ça. Et l'intégration sociale, est-ce elle a été difficile? Parce que je sais que, Mhm, oui, 25 ans, c'est quand même, on est quand même dans la jeunesse, on cherche à mhm, s'établir, à se fixer, mhm, mais de mhm. quitter carrément une racine qu'on a dans un pays et de Ouais. venir s'intégrer, c'est-à-dire de faire un renouveau même dans un nouveau pays, Mhm. je pense que c'est assez difficile. Définitivement, c'est difficile lorsqu'on a déjà un monde conçu pour soi. Hein. À 25 ans, c'est vrai que on a des objectifs dans la vie et ces objectifs, on les a euh, développés dans l'endroit où on était. Hein. Dans mon cas, c'est en RDC. Donc, il fallait me redéfinir, hein, redéfinir mes objectifs. Et voilà, pour moi, en tout cas, ce qui a facilité, c'est le retour à l'école d'abord. Donc, il fallait que je m'intègre à travers l'éducation ici. Et avec cette éducation, ça me donne une identité que je peux dire, bon, je suis étudiant Oui. ici, je suis gradué ici, et voilà, ça augmente aussi, ou ça enrichit euh, mon curriculum pour la recherche d'emploi notamment. Socialement, c'était pas euh, très difficile parce que j'avais quelques personnes qui étaient déjà ici, que je connaissais, à qui je pouvais parler, à qui je pouvais demander des conseils, même si ces conseils ne sont pas nécessairement pertinents dans tous les cas, mais quand même, ces personnes m'informaient le mieux qu'ils pouvaient euh, et je pouvais me joindre à certains groupes aussi soit culturel. Et voilà, ça m'a aidé en faisant quelques bénévolats aussi, ça et là. Ça m'a aidé à m'intégrer socialement, je dirais. Voilà. Quand on parle de redéfinir ses objectifs, vous Mhm. concernant, à quoi vous faites allusion? Est-ce que vous aviez une Mhm. vie déjà au Congo-Kinshasa? Est-ce que vous pensiez déjà à une ligne directrice de votre vie et quand vous êtes arrivé ici, vous Mhm. avez dû la changer? Ouais. Alors, évidemment, en RDC, j'avais déjà terminé les études universitaires, j'avais un bac, et je me lançais dans l'enseignement. Donc, j'avais
une vision d'être professeur à l'école secondaire, faire ma carrière dans cela. Yes, OK. Et oui, C'est bon. et je pouvais aussi faire des petites choses ça et là, un peu du débrouillage, comme on le dit, mais ma profession, c'était de devenir professeur à l'école secondaire. En arrivant ici, il y avait une sorte de choc culturel, notamment, on me disait que bon, la relation professeur-étudiant ici n'est pas comme ça se fait en RDC. Et bon, j'étais un peu découragée et j'ai voulu me réorienter vers la psychologie. Mais voilà, j'imagine que ce rêve d'enfance m'a rattrapée en quelque sorte parce que je suis toujours dans l'éducation. Ce n'est pas à l'école secondaire, mais à l'université, mais toujours dans le domaine de l'éducation. À l'université, voilà. Bien mieux alors. Ouais. Bien mieux alors. Voilà. Si on revenait un peu sur qu'est-ce que vous avez dit il y a quelques minutes là concernant le lien entre le rapport entre les professeurs et les élèves du secondaire au Congo et ceux d'ici, c'est quoi la différence? Alors la différence à ce niveau, c'est vraiment culturel parce qu'en RDC, le professeur, il a une certaine autorité. Bien sûr, ici aussi, le professeur a une certaine autorité, mais l'autorité en RDC, elle est beaucoup plus prononcée. Et voilà, il y a une certaine reconnaissance. Et je dois me dire aussi que dans la première année, lorsqu'on me parlait de ce que c'est un professeur ici, je le comprenais avec ce que je savais de la RDC. Je n'avais pas encore la compréhension d'ici au Canada. Si on me posait la même question aujourd'hui, je dirais effectivement que même ici, le professeur a une certaine autorité, a une certaine reconnaissance, et je le comprends mieux que j'ai pu le comprendre dans la première année ici au Canada. Et là, comme vous l'avez mentionné, le rêve d'enfant, c'était devenir professeur à l'école secondaire. Je pense que vous avez eu bien mieux. La vie vous a donné bien mieux parce que là, vous êtes professeur à l'université, fait que vous préparez la relève de demain en psychologie et autres, en psychothérapie. Parlez-moi de votre début en tant que professeur ici au Canada. Oui. Alors, en tant que professeur, j'ai commencé comme chargé de cours dans la même université où j'étudiais et où je suis encore. Donc, j'ai fait la maîtrise d'abord ici, j'ai terminé la maîtrise, voilà, pendant mon doctorat, mes études au doctorat, je commençais déjà à remplacer des professeurs lorsqu'il y avait comme un cours, et c'était relié à ma recherche, ils pouvaient m'inviter. Alors, je commençais comme cela, donc on m'invite dans un cours, je donne un cours un jour. Ensuite, bon, j'ai eu à avoir la charge de tout un cours en entier, donc un cours de 3 mois, 4 mois, et donc professeur à temps partiel. Et il a plu effectivement à mes employeurs de l'époque de dire, bon, peut-être qu'on peut travailler avec vous à long terme, donc au lieu d'être chargé de cours, d'être professeur ici, à temps plein. Et voilà, en 2016, donc j'ai changé de professeur à temps partiel à professeur à temps plein dans le poste de professeur adjoint que j'assume jusqu'à présent. Et le rôle de professeur adjoint à la faculté des sciences humaines dont vous faites partie, en fait, c'est quoi votre rôle? Est-ce que vous établissez de nouveaux programmes? C'est quoi votre rôle? Très bien. Alors, mon rôle, il est diversifié. Tout d'abord, je suis enseignant, donc je dois enseigner, il y a des cours, il y a 12 crédits que je dois enseigner chaque année, ce qui représente 4 cours à l'université. Ça, je dois les enseigner, soit les mêmes cours que j'enseigne, soit de nouveaux cours, je peux les monter, dépendamment du besoin qui est là. À part enseigner, il y a un rôle administratif qui m'est assigné. Et donc, je dois assurer certaines tâches administratives, notamment lorsqu'on parle de la coordination de programmes, de counseling de couple. Ça, il y a beaucoup de tâches administratives attachées à cela. Même au niveau de la co-direction de la recherche, du centre de recherche, il y a aussi beaucoup de tâches administratives attachées à cela aussi. À part, bien sûr, les tâches administratives, vient maintenant la recherche, qui est aussi très importante. Comme professeur, je dois faire la recherche. Et en faisant la recherche, je dois aussi publier, participer à la dissémination des connaissances. Et à part la recherche, donc c'est 3 volets dans mon domaine, parce que c'est un domaine professionnel. Il y a l'aspect clinique aussi qui est là. Donc, je dois me tenir à jour des connaissances, de la pratique de la psychothérapie
qui est le quatrième volet clinique. Donc, enseignement, administration, recherche et clinique, pratique clinique. Tout ça, c'est regroupé dans les compétences que je dois démontrer comme professeur au sein de mon école. Mon Dieu, si j'avais été à votre place, je n'arrivais pas à pouvoir parce que c'est un chapelet de charges que vous m'avez déroulé là à ce moment. Mais je pense que puisque c'est dans votre domaine, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est plus facile de pouvoir jouer entre toutes ces tâches-là, je devrais dire. Exactement, et vous avez raison, ça prend une formation. Moi non plus, sans formation, je ne pouvais pas. Donc, n'importe qui, si on n'a pas la formation appropriée, on ne peut pas le faire. Comme je ne peux pas non plus faire ce que vous faites maintenant sans formation non plus. Et voilà, avec la formation, ça nous aide, mais c'est quand même du travail sérieux. On a la responsabilité de la santé, de prendre en charge la santé mentale du public. Et donc, il faut être bien formé pour le faire. C'est vrai. Et puis, vous savez, comme j'ai dit à l'entame de l'émission, là, on vous donne cette ouverture-là, cette plage, je veux dire, de cette émission-là pour pouvoir permettre à vos étudiants de vous connaître bien mieux, mais peut-être aux futurs étudiants qui vont venir à l'Université Saint-Paul de savoir à qui ils ont affaire ou bien même de faire le choix d'aller à la faculté des sciences humaines à l'Université Saint-Paul. Et je pense qu'on va parler de ça après la pause. Je vous garde avec moi. Et vous aussi avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Je mélange du brun avec du rouge, c'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de l'alizarin. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours à notre émission estivale, et nous discutons encore avec M. Bouma Maïcha, professeur à la Faculté des sciences humaines à l'Université Saint-Paul. Et j'aimerais qu'on essaie de dire un peu aux gens, la Faculté des sciences humaines, quel genre de programme elle comporte? Alors, la Faculté des sciences humaines comporte, je pense, 6 écoles. Et moi, je fais partie de l'une de ces écoles. Nous avons parlé, on parlera encore davantage de l'école de counseling. Il y a aussi l'école d'études de conflits. Il y a aussi l'école d'innovation sociale. Il y a l'école de communication sociale, je crois. Il y a aussi, je pense, il y a éthique, mais c'est d'une autre faculté. Je ne me rappelle pas les 2 autres écoles, mais c'est vraiment 6 écoles au sein de la faculté. Donc, elle est grande comme faculté. La liste des écoles peut toujours être consultée sur notre site Internet. Sur le site Internet, donc www.ustpol.ca, si je ne me trompe pas. Exactement. On va revenir à l'école dont vous êtes... dont vous êtes à la charge, donc l'école de counseling et de thérapie de couple, si je ne me trompe pas. C'est quoi cette école-là? Qu'est-ce que vous y faites là-bas? OK. Alors, l'école de counseling est à 2 volets. Il y a le volet individuel et le volet couple et famille, qu'on peut appeler aussi relationnel. Alors, moi, j'enseigne ou je suis beaucoup plus impliquée dans le volet couple et famille.
Je suis coordonnateur avec une collègue. Je coordonne le programme francophone, elle coordonne le programme anglophone, mais on communique entre nous deux. Et ce que nous faisons de façon primordiale, c'est de former les étudiants futurs thérapeutes conjugaux, thérapeutes familiaux, en tout cas la thérapie familiale, la thérapie de couple. Donc, voilà, c'est ce que nous faisons. Formation, et au sein de l'école, les étudiants apprennent des cours théoriques qu'ils pouvaient peut-être apprendre dans d'autres programmes connexes, mais aussi ils apprennent à être sur la tâche, sur les lieux. Nous avons un centre de counseling ici où ils vont et pratiquent le métier qu'ils vont pouvoir perfectionner à travers des pratiques futures. Alors, pour un étudiant qui peut-être est en train de nous regarder, qui est en train de tâtonner à savoir qu'est-ce qu'il va faire dans le futur, la faculté des sciences humaines, la faculté dont vous êtes membre, a aussi le programme dont vous avez parlé tantôt, celui du counseling. C'est quoi les aptitudes que un futur étudiant doit avoir avant de se lancer dans ce programme pour ne pas lâcher en route sur tout ça? Ouais. Alors, les aptitudes, je peux en énumérer certaines, mais il y en a vraiment beaucoup qu'on va découvrir à travers le programme. Lorsqu'on intègre le programme, on découvre beaucoup. Ce qui importe le plus pour moi, c'est d'avoir la volonté d'aider. Est-ce qu'on se reconnaît comme quelqu'un qui est naturellement tendance à vouloir aider les autres? Parce que c'est une relation d'aide. Et si on se dit que, moi, je me reconnais comme étant quelqu'un qui a aidé les autres, ça me dit quelque chose, ça m'identifie, c'est la première qualité à avoir. Et bien sûr, dans une formation comme celle-ci, il faut absolument avoir un esprit ouvert, donc notamment être ouvert à la rétroaction. C'est une formation qui... il y a des superviseurs qui sont impliqués, des professeurs qui sont impliqués, du personnel de l'administration, et tu reçois un encadrement riche, mais ça vient avec de la rétroaction. Donc, c'est important de s'assurer qu'on est ouvert à la rétroaction, on peut apprendre d'autres personnes, parce que, tout se fait en groupe, tout se fait en équipe. Donc, si on est ouvert d'esprit, et par cela, la clientèle, elle est très diversifiée, même le staff, c'est aussi très diversifié. Est-ce qu'on se reconnaît comme quelqu'un qui est à l'aise avec la diversité? Et ça aussi, je crois, c'est une qualité importante. Et au sein de l'école, parlant de la diversité peut être culturelle, elle peut être au niveau des apparences de personnes, mais aussi il y a au niveau des croyances. Nous sommes une école qui intègre la spiritualité dans la pratique du counseling, et si on se reconnaît assez ouvert à ce niveau, qu'on peut travailler avec toute personne de n'importe quelle croyance, et qu'on est ouvert à ce niveau aussi, je crois ce sont là les attitudes, les qualités qu'on recherche chez quelqu'un qui devrait intégrer le programme. Et bien sûr, il faut avoir la maîtrise de quelques théories, bien sûr, donc avoir fait un programme de bac. Un programme de bac, soit en psychologie ou dans une autre discipline connexe. Et puis, les critères sont quand même, encore une fois, disponibles sur notre site internet www.ustpol.ca. Tout ce que vous avez mentionné comme qualité, comme aptitude qu'un étudiant devrait avoir, là, ça m'a fait penser aussi peut-être à la maîtrise de soi et au sens de l'écoute, ce que beaucoup d'humains continuent de perdre de plus en plus, le sens de l'écoute. Je suis très d'accord. Nous sommes vraiment une école où cela est important. Parce que pour aider quelqu'un dans ce qu'il vit ou dans ce qu'elle vit, il faut savoir écouter cette personne sans jugement. Donc, vous êtes là, vous écoutez la personne, vous accueillez la personne dans sa qualité, dans ses défauts, dans sa douleur, dans sa souffrance, avoir cette possibilité, cette capacité d'accueil et d'écoute, c'est absolument important pour le programme. Ce que j'aime beaucoup dans le programme que vous venez de décortiquer, là, c'est que, oui, les étudiants, comme vous l'avez mentionné, vont faire de la théorie, mais aussi beaucoup de pratique, parce que le centre de counseling que vous avez mentionné, il n'est pas là juste pour faire, des tests en classe. C'est vraiment des personnes qui sont dans le besoin qui vont venir là-bas au centre de counseling.
Exactement. Et avant d'envoyer quelqu'un au centre de counseling, nous prenons quand même 1 ou 2 mois, dépendamment du bagage de chaque étudiant, à, en tout cas apprendre, notamment dans des jeux de rôle, sur comment aider. Et lorsqu'on a maîtrisé les habiletés de base, les techniques de base, comment aider, on peut maintenant mettre la personne devant la réalité. Et la réalité, c'est une personne, une vraie personne, un vrai couple, une vraie famille qui vous arrive et veut de l'aide. Et voilà, nos étudiants sont formés pour vous rencontrer ces personnes, mais ils sont aussi encadrés. Il y a toute une supervision, une équipe de supervision avec beaucoup d'expérience qui encadre les étudiants dans leur accompagnement de nos clients. Donc oui, le centre nous est d'une grande richesse pour les étudiants, mais aussi pour la communauté, parce que les gens peuvent venir et obtenir des services de qualité, mais en tenant compte de revenus de chacun. Est-ce que, ça c'est une question que je vais poser juste pour savoir si dans vos différents programmes, là, en particulier celui-là de counseling et de thérapie de couple, là, il y a beaucoup plus de filles que d'hommes? Parce qu'habituellement, là, dans ce genre de programme, on voit beaucoup plus de femmes, en tout cas selon moi. Ouais. Alors ça, c'est très vrai. Il y a beaucoup plus de filles que de garçons, plus de femmes que d'hommes. Et je dois dire, la promotion qui vient, par exemple, de terminer, il n'y avait que 2 filles dans le programme de couple et famille, volé côté francophone. Côté anglophone, on avait quelques hommes, mais vous avez raison, c'est une discipline qui semble être plus populaire parmi les femmes que cela est le cas parmi les hommes. Mais il y a aussi des hommes qui viennent. Alors, un étudiant qui gradue, comme vous avez mentionné, il y en a quelques-uns qui ont gradué dernièrement. Alors, tout de suite, là, ils deviennent des thérapeutes de couple ou bien il y a d'autres professions qu'ils peuvent embrasser? Ils peuvent définitivement embrasser d'autres professions. Ils peuvent travailler dans différents domaines. Ils peuvent travailler dans des centres communautaires. Ils peuvent travailler au gouvernement. Ils peuvent travailler, en tout cas, n'importe où. Quelqu'un qui a des qualités peut travailler. Par contre, ce qui est le plus pour eux est qu'ils peuvent aussi travailler de façon autonome. Dans la première année, habituellement, ils sont sous supervision, donc de quelqu'un qui a l'expérience, mais après qu'ils ont réalisé 1000 heures de contact direct, ils peuvent aussi être autonomes, donc ne nécessitant plus une supervision. Et ça, je crois, c'est une option supplémentaire. En plus d'avoir un travail, un emploi permanent quelque part, on peut aussi avoir sa pratique privée où on continue à aider les personnes à faire face aux problématiques que leur fait la vie. Parce que l'objectif premier, il faudrait rappeler de ce programme-là, c'est vraiment pour des personnes qui ont envie de donner, qui ont envie d'aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Il fallait que je fasse cette parenthèse-là. On a terminé là maintenant de parler du programme. On va revenir encore un peu à vous parce que vous m'avez mentionné dans notre discussion avant l'émission que vous avez des intérêts de recherche. Vous travaillez sur vos propres recherches. Alors, je travaille sur un programme de recherche qui est, en tout cas, le parapluie est plus large, c'est la problématique de violence sexuelle. Et ça, c'est depuis 2010, depuis ma maîtrise, que je m'intéressais à la problématique. J'ai commencé à m'intéresser notamment à l'abus sexuel des enfants, à comment faire de la prévention en outillant les personnes à risque d'abuser les enfants sexuellement. J'ai travaillé pendant 5 ans dans le domaine. Encore une fois, que moi j'appelle prévention, mais le but c'est d'outiller les personnes à risque à ne pas abuser ou réabuser des enfants. Par la suite, je me suis orientée vers la victimologie en travaillant directement avec les victimes, mais adultes, notamment les femmes victimes de violences sexuelles en temps de guerre. Et la problématique d'abus sexuels ou de violences sexuelles, c'est le parapluie large. Mais là-dedans, je m'intéresse beaucoup plus à comment rétablir la santé de personnes, des survivantes, pour qu'elles puissent fonctionner normalement au-delà des blessures que leur a imposé l'abus ou la violence. Ça c'est très vrai. Et il va nous rester 2 minutes pratiquement. Là, j'aimerais qu'on présente les 2 ouvrages que vous avez établis après vos recherches qui sont disponibles sur Amazon.
Alors, à ma gauche ici, j'ai un livre que j'ai coécrit avec deux de mes collègues. C'est intitulé « Les tabous sexuels transgressés, viol en temps de guerre ». C'est vraiment un travail de recherche sur terrain qui a, en tout cas, abouti dans la publication de ce livre. Il y a des récits difficiles à lire, mais aussi des récits d'espoir à lire ici. Le livre, il est utile pour des personnes qui ont vécu la problématique, mais aussi les personnes qui aident les survivants. À ma droite, j'ai aussi un petit bouquin qui est intitulé « Souillure de viol, le dilemme d'être à la fois victime et accusé ». Et ça, c'est un titre révélateur parce que dans certains contextes culturels, les survivantes ne sont pas nécessairement perçues comme étant des personnes qu'on devrait à tout prix aider, mais plutôt, c'est tellement vrai, oui. Exactement, et sont stigmatisées au point que, bon, voilà, les personnes prennent la fuite plutôt que les approcher. Et bien sûr, nous travaillons à déconstruire ces croyances et à éduquer les communautés pour qu'elles puissent apporter le soutien dont ont besoin les survivantes. Voilà, donc ce sont là les deux ouvrages, deux exemples. Disponible sur Amazon. Disponible sur Amazon. Et puis, écoutez, si vous avez commencé avec ces recherches, mais vous n'êtes pas arrêté, là, vous travaillez aussi conjointement avec d'autres organismes à l'international pour au moins vulgariser, en fait, les messages que vous déposez dans les livres. Là, en une minute, là, j'aimerais qu'on le mentionne. C'est quoi les fondations avec lesquelles vous travaillez? Alors, jusque-là, j'ai collaboré avec 3 fondations. Une fondation qu'on appelle War Trauma Foundation, donc c'est une fondation sur les traumas de guerre. Elle est basée à Amsterdam, en Hollande. J'ai collaboré avec la fondation Mukwege. Mukwege, c'est le docteur qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Et cette fondation est basée à La Haye, toujours en Hollande. Mais aussi, je collabore avec la fondation Panzi. Elle est basée à Bukavu, en RDC. Et aussi, c'est une fondation qui a été cofondée par le docteur Mukwege. Merci beaucoup, M. Maïcha, de nous avoir accordé ce temps. Gros merci encore à vous et puis bonne chance pour le reste. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si le programme, ça vous dit quelque chose, je vous inviterai à visiter le www.ustpol.ca pour avoir plus de renseignements sur ce programme et pourquoi pas préparer votre rentrée là-bas. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On se voit la prochaine fois pour le prochain épisode de Entre nous estival. Faites-nous part de vos commentaires.